Cité Senior s'invite chez vous. Aujourd'hui, place à l'histoire avec Philippe Déturche, professeur d'histoire que vous connaissez bien si vous fréquentez Cité Senior. Une série de conférences placées sous le signe des cahiers d'histoire de l'anarchisme dans la région de Genève. Et aujourd'hui, le thème, les grands anarchistes russes mettent le feu au lac bien avant Lénine. Bonjour à tous, bienvenue à Cité Senior. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, c'est dans un format et avec un support qui est très différent d'habitude. J'ai été invité par l'équipe de Cité Senior à m'adapter à ce format et à ce support. J'aimerais vous parler pour cette saison de 2020 d'une thématique qui est celle de l'anarchisme, mais celle de l'anarchisme au travers de la région de Genève. J'insiste sur cet aspect-là parce que, je l'avais déjà indiqué, je ne suis absolument pas un historien spécialiste du mouvement anarchiste international. Je connais beaucoup mieux la région de Genève que le mouvement anarchiste, mais pour autant, j'avais envie, pour une saison, avec l'équipe de Cité Senior, de vous parler de ces deux dimensions. La dimension politique de l'anarchisme en tant que mouvement théorique, pratique, d'action révolutionnaire, et puis la région de Genève. Un tout petit flashback pour vous dire que le 21 février dernier, j'étais venu ici à Cité Senior pour vous rencontrer comme habituellement, et j'avais profité de l'occasion qui m'avait été donnée pour vous parler des ancêtres des anarchistes, c'est-à-dire ceux qui, au tout début du 19e siècle, que ce soit à Paris et ensuite à Genève, avaient propagé un certain nombre d'idées, notamment au travers de ce qu'on appelait la conjuration des égaux, avec des gens comme Gracchus Babeuf, par exemple, mais surtout Philippe Buonarroti, puisque Philippe Buonarroti a vécu une partie de sa vie à différents moments à Genève en tant que réfugié politique. Et puis, à cette occasion, je vous avais montré le café Papon, dans lequel Buonarroti et un certain nombre de personnes qui, d'une façon ou d'une autre, professaient des idées proprement révolutionnaires pour ce moment-là, se réunissaient justement dans le cadre des années dites du Premier Empire, entre en gros 1805 et 1815. Je vais vous repasser la photographie de ce café Papon, pour vous rappeler que c'est dans ce café Papon de la vieille ville de Genève que Buonarroti accueillait, d'une façon parfois un petit peu étonnante d'ailleurs, tous ceux qui venaient le visiter pour, en quelque sorte, venir prêter hommage à celui qui avait été le compagnon de Robespierre. Puisqu'on parle de café genevois, je sais qu'une grande partie d'entre vous savez que près de la plaine de Plainpalais, tout près de l'université des Bastions, il y avait, et je crois que prochainement il y en aura une autre, il y avait la brasserie Landolt. Et cette brasserie, elle est connue pour qu'au début du XXe siècle, un activiste politique russe, qui n'était pas anarchiste, justement loin de là, qui était Lénine, a vécu également en tant que réfugié politique. Je vous montre, comme je le fais habituellement, donc des images qui correspondent aux lieux ou aux personnes que je souhaite justement évoquer pour chaque occasion de ma visite à Cité Senior. Donc ici, la brasserie Landolt, dans un cadre, bien entendu, qui était celui à peu près qu'a connu Lénine. Pour autant, la question des révolutionnaires russes à Genève, elle se pose pour ceux qui étaient, au XIXe siècle, les grands anarchistes. Et parmi eux, certainement, que les figures de Bakounine et les figures de Kropotkin vous sont familières. Mais j'aimerais également aujourd'hui vous en parler d'une troisième de figure d'anarchiste ou de socialiste russe qui, au début du XIXe siècle, a également marqué énormément cette période et cette histoire de l'anarchisme. Et cette figure que vous connaissez peut-être moins, c'est celle d'Alexandre Herzen. Donc, pour aujourd'hui et pour cette occasion, j'aimerais vous parler de ces trois personnages. Alors, trois personnages que je vais essayer de vous résumer, étant donné que je le ferai d'une façon condensée par rapport à mes interventions habituelles, que je vais essayer de vous résumer au travers de trois dates. Pour que peut-être, pour ceux qui souhaiteraient aller beaucoup plus loin dans la connaissance de ces trois personnages, vous pourriez vous raccrocher à ces dates et ensuite aller voir sur le Internet en particulier ou dans les bibliothèques, dès que nous le pourrons en tout cas, des sources bibliographiques qui vous permettront d'en savoir davantage sur ces trois personnages, Bakounine, Kropotkin et puis Alexandre Herzen.
Alors, je vais commencer chronologiquement par Alexandre Herzen. Je vais tout d'abord vous montrer une image d'Alexandre Herzen. La voici, vous l'avez devant vous. Alors, Alexandre Herzen, c'est quelqu'un qui était russe, qui, pour les débuts de sa vie, et j'aime bien cette anecdote, a vécu une circonstance un peu particulière. Il est né en 1812, c'est-à-dire au moment où l'armée de Napoléon est en train d'envahir la Russie, son pays d'origine. Et au moment où, devant Moscou, Napoléon se rend compte que les Russes prennent la décision extraordinaire de brûler Moscou dans leur politique de terre brûlée, le père de Herzen, le père d'Alexandre Herzen, va être utilisé par Napoléon, par l'empereur Napoléon, pour envoyer une lettre que l'on a à l'empereur Alexandre pour lui proposer, à ce moment-là, un accord à l'amiable pour éviter la destruction totale de la ville de Moscou. Pour autant, Alexandre ne répondra pas à cette tentative de médiation que le père d'Alexandre Herzen a réalisée à ce moment-là pour le compte de Napoléon Bonaparte. Alexandre Herzen, c'est quelqu'un comme Bakounine, comme Kropotkin, c'est quelqu'un qui vient de l'aristocratie. Ce sont des aristos de l'anarchisme. Donc ça veut dire que ce sont des personnes qui à un moment donné vont être en rupture par rapport à leur milieu d'origine et en rupture également par rapport à leur pays d'origine, puisqu'ils vont devoir, pour des raisons politiques, quitter la Russie, puisqu'ils vont être à un moment donné des proscrits, c'est-à-dire des personnes qui vont se retrouver inquiétées par la police du tsar, par l'État autocratique du tsar, et de ce fait, par le biais des réseaux internationaux qui permettent au XIXe siècle d'exfiltrer en quelque sorte et d'accueillir en Europe occidentale un certain nombre de ces contestataires, de ces révolutionnaires, de les voir arriver, on va dire, à proximité de Genève. Alors pour ce qui est d'Herzen, on sait qu'après avoir vécu une grande partie de sa jeunesse en Russie, il arrive tout d'abord à Paris. Et il arrive à Paris dans les circonstances qui sont les circonstances de la Révolution de 1848. Donc cela lui permettra, dans cette histoire de la Révolution française de 1848, de rencontrer celui qui, à ce moment-là, est le grand intellectuel français de l'anarchisme, c'est-à-dire Proudhon. Herzen rencontre Proudhon à Paris. Ils vont, à partir de ce moment-là, développer une amitié qui aura, comme d'autres amitiés, des hauts et des bas. Mais quoi qu'il en soit, Proudhon et Herzen vont rentrer en communication et en fonction notamment des lieux de domiciliation de Herzen, vont pouvoir établir une correspondance qui est très intéressante. Et j'aimerais vous citer d'ailleurs à ce sujet les travaux d'un historien que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Marc Vuillemier. Et je vous conseille, si vous en avez à la fois le temps et puis si vous en avez le goût, de lire soit les articles, soit les ouvrages qui ont été établis par ce grand spécialiste du mouvement ouvrier et du mouvement socialiste suisse au XIXe siècle, donc Marc Vuillemier. Et Herzen, Proudhon vont faire partie en quelque sorte de la première génération de ces socialistes anarchisants, étant donné qu'à l'époque, l'anarchisme politique, en tout cas tel qu'on peut l'envisager, au moins aujourd'hui, sinon au début en tout cas du XXe siècle, l'anarchisme en tant que tel n'existe pas. Mais par contre, il y a des intellectuels, dont Herzen et Proudhon sont des, bien entendu, représentants fameux, qui développent au travers d'ouvrages, au travers d'articles, au travers de journaux, au travers de conférences, au travers de meetings, qui développent des idées proprement révolutionnaires pour leur époque. J'aimerais faire une petite parenthèse à ce sujet pour vous dire que quand on est dans les années 1840, 1850, l'univers de la gauche est un univers, comme aujourd'hui d'ailleurs, qui est fort disparate. C'est-à-dire que si on trouve des intellectuels, on va dire, très avancés pour leur époque, au niveau en tout cas philosophique et politique, comme Proudhon et Herzen, même si, et en particulier pour Proudhon, on sait que des éléments de nature fortement réactionnaire peuvent encore, si l'on peut dire, polluer, contaminer leurs pensées, notamment par rapport à la question féministe, eh bien on sait qu'au sein de la gauche, il y a des familles politiques, il y a des courants politiques qui sont extrêmement nombreux et qui sont extrêmement variés. C'est-à-dire que, et là je vais essayer de résumer, vous avez bien entendu au sein de la gauche, on va dire une gauche
de centre-gauche, une gauche républicaine, qui est incarnée en France par des gens comme Lamartine ou par des gens comme Victor Hugo, qui, au moment justement de la Révolution de 1848 et également 3 ans plus tard, au moment du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, en fait défendent, je le dirais comme ça aujourd'hui, l'essentiel des droits de l'homme, et en particulier la question pour eux vitale du suffrage universel, masculin, il est vrai, la question de la liberté de la presse et la question de la liberté d'expression. Mais à côté de cette gauche humaniste, disons, de cette gauche des droits de l'homme, vous avez d'autres gauches. Alors, j'essaierai de les regrouper en 2 autres courants. Vous avez une gauche dite radicale. Le parti radical, que l'on soit en France ou en Suisse, n'existe pas encore véritablement, même si on sait que, et en particulier à Genève, une révolution va permettre, dans cette période-là, à des éléments comme James Fazzi, par exemple, d'instaurer sur le territoire genevois une démocratie qui, justement, a toutes les couleurs d'une démocratie parlementaire évoluée sur le modèle, en quelque sorte, américain. Pour autant, cette gauche radicale semble à ce moment-là encore assez timide dans ses intentions sur l'aspect social. Et justement, par rapport à la question sociale, vous avez une sorte de 3e gauche, à côté de cette gauche, disons, humaniste, ou de la gauche dite radicale, vous avez une 3e gauche dans laquelle vous allez avoir une multitude de courants, de pensées, de personnes, disons, socialistes. Et dans cette nébuleuse, en gros, de cette 3e gauche, on pourrait dire de la gauche de ce moment-là, de la gauche socialiste, on va voir apparaître à un moment donné une forme de rupture, une forme de cassure, de schisme entre ceux qui vont considérer, autour bien sûr de la figure tutélaire de Karl Marx, que la révolution socialiste devrait permettre une émancipation du prolétariat si le prolétariat est en mesure de s'emparer du pouvoir politique, c'est-à-dire si le prolétariat est en mesure en particulier de prendre le contrôle de l'État. Et puis, par rapport à cette vision, qui est une vision de l'histoire, qui est une vision politique, qui est une vision de la société que Marx et les marxistes vont développer, eh bien, on a une autre vision qui va également émerger. Et c'est là qu'on va retrouver en particulier d'autres figures, comme celle de Bakounine et plus tard de Kropotkin, si je m'en tiens uniquement, en tout cas aux réfugiés et aux activistes politiques russes les plus célèbres de l'époque, parce que ça veut dire bien entendu qu'à leur côté, on a, et de différents pays, pas seulement de la Russie, bien entendu, des révolutionnaires, des intellectuels ou des membres de, disons, la classe ouvrière, même si cette notion pourrait être discutée longuement lorsqu'on se trouve dans l'époque du Xe siècle, qui vont être justement à l'opposé, ou en tout cas en contradiction, en confrontation avec les idées de Marx, les porteurs d'une autre vision de l'émancipation des travailleurs, d'une émancipation, disons, anti-autoritaire. Et j'aimerais justement approfondir 2 ou 3 éléments relatifs à cette émancipation des travailleurs dans un cadre anti-autoritaire. Je fais un petit bond en avant. J'étais en 1848, en 1850, donc au moment où Herzen et Proudhon établissent un certain nombre de relations entre eux. Et puis, quand on est une vingtaine d'années plus tard, vous savez qu'à Londres, autour de Marx, se crée bien entendu la fameuse Première Internationale en 1864. Et après la fondation de cette fameuse Première Internationale, on va voir progressivement au sein de cette association de socialistes de tous les pays, on va avoir émergé autour de Bakounine et d'autres un certain nombre de personnes qui, tout en se revendiquant du mouvement socialiste, vont se distinguer très largement en tant que groupe minoritaire du courant qui va suivre les idées de Marx et de ses successeurs comme Engels ou Lénine, bien entendu. Alors, peut-être qu'on peut faire un petit zoom sur les particularités, en quelque sorte,
qui unissent ces anarchistes russes à Genève ou à une partie de la Suisse, et en particulier de la Suisse romande. J'aimerais insister sur 2 points en particulier. Le premier est relatif à Bakounine. Bakounine, après avoir eu une vie de révolutionnaire qui l'a conduite un peu partout en Europe, va rencontrer, suite à différentes occasions que je ne vais pas exposer, va rencontrer un groupe d'ouvriers horlogers suisses dans le Jura, en particulier par l'intermédiaire d'un certain James Guillaume. Et avec James Guillaume, la rencontre dans le Jura suisse, avec des groupes ouvriers qui justement se posent un certain nombre de questions sur la manière dont, pour eux, le développement économique, le développement social pourrait être conjugué dans un autre cadre que celui qu'ils vivent à ce moment-là. Eh bien, Bakounine va être, avec d'autres bien entendu, celui qui va créer en 1872 une association socialiste, je vais l'appeler comme ça, une association socialiste mais anti-autoritaire, c'est-à-dire une association qui, après le fait que Marx les exclut bien entendu de la Première Internationale, une association qui va permettre de regrouper des personnes qui ont une sensibilité socialiste, mais pour autant qui ne se reconnaissent pas dans les idées du matérialisme historique de Marx et de la philosophie de l'histoire qu'il développe, et de la philosophie politique, bien entendu, qu'il développe à ce moment-là. Et d'une certaine façon, même si je crois que c'est toujours délicat d'envisager l'histoire à partir de bornes avec des naissances et des disparitions de mouvements, mais d'une certaine façon, pour résumer en tout cas, on pourrait dire que 1872, le congrès de Saint-Imier dans le Jura, d'une certaine façon, c'est l'acte fondateur du mouvement politique anarchiste en tant que groupement déclaré, et non pas en tant que société secrète, comme par exemple au début du XIXe siècle, Babeuf et Buonarroti l'envisageaient. Donc, dans ce cadre-là, on peut dire que Bakounine joue un rôle fondamental dans cette union entre des intellectuels socialistes anti-marxistes et puis des groupements de travailleurs, en particulier dans le Jura, avec des horlogers, qui essayent d'envisager un avenir du monde différent de celui, en tout cas, qu'ils perçoivent et qu'ils vivent dans leur quotidien à ce moment-là. Peut-être que Kropotkin également mériterait un développement plus important, mais je terminerai peut-être avec lui pour aujourd'hui, en particulier parce que dans cette année 1872, pour d'autres circonstances, Kropotkin va être amené à quitter son pays également, la Russie, pour venir en Suisse, mais en passant par Zurich, il ira voir justement ce qui se passe dans ce Jura, où des horlogers, avec un certain nombre d'activistes, de théoriciens ou de praticiens de la Révolution, comme Bakounine ou comme certains autres communards français, eh bien, Kropotkin va aller voir ce qui se passe dans le Jura, et suite à cette première, en quelque sorte, initiation au mouvement politique socialiste libertaire, quelques années plus tard, Kropotkin reviendra et sera à l'origine avec d'autres camarades anarchistes suisses et français par exemple, de la création d'un journal, Le Révolté, qui commencera en 1879, en fait depuis Genève, depuis Plainpalais, une nouvelle ère dans l'histoire de l'anarchisme. Une nouvelle ère dans l'histoire de l'anarchisme parce que quand on est au tournant des années 1870-1880, on est à un moment, et Kropotkin va l'expliquer à ce moment-là, en particulier dans le journal Le Révolté, le journal genevois Le Révolté, va être un moment où l'anarchisme considère que, à la différence des mouvements socialistes qui se développent un peu partout, et en particulier en Allemagne, que la démocratie, le suffrage universel ne sont pas des moyens qui peuvent correspondre à une vraie émancipation, justement, du prolétariat, de la classe ouvrière, des travailleurs. Et en cela, bien entendu, ce grand tournant pour l'histoire du mouvement anarchiste, entre les années 1870 et 1880, c'est le moment où Kropotkin et d'autres vont développer cette fameuse notion de la propagande
par le fait, c'est-à-dire que l'action politique doit passer par la violence, doit passer par des actions spectaculaires, doit passer par des attentats, dont un certain nombre vont marquer toute la fin du XIXe siècle. Et donc, cette approche à la fois théorique et pratique de l'action révolutionnaire, qui va être initiée à ce moment-là, entre autres par Kropotkin, va donner, quand on se trouve à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, disons, un nouveau chapitre de l'histoire de l'anarchisme, sur lequel d'ailleurs je reviendrai dans quelques temps. Voilà, je vous remercie pour cette occasion première, particulière, de cette intervention sous la forme numérique. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.